Bonjour, donc je suis Viviane Allary, professeure des universités à l'Université Clermont-Auvergne et je suis hispaniste, spécialiste, on va dire, de la bande dessinée espagnole, la bande dessinée en général, et du roman contemporain espagnol, et en particulier Juan Marcé. Donc j'ai soutenu ma thèse en 1994. Euh, le titre de ma thèse, c'était l'émergence du féminin dans la bande dessinée espagnole, sous la direction de Michel Armand, à Toulouse, donc Toulouse le Mirail. Et alors, pour qu'on vous connaisse mieux, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette thèse, c'est l'aboutissement d'un parcours conventionnel d'hispaniste, avec une licence, une maîtrise, un DEA, ou est-ce que vous avez eu des à côté ou une reconversion, bref, des choses un peu originales à raconter? Alors, c'est conventionnel dans la mesure où, en effet, j'ai eu un parcours licence, maîtrise, DEA, thèse, mais ce n'est pas du tout conventionnel dans la mesure où il y a eu des interruptions, des moments de remise en question et un retour vers l'hispanisme. Donc, en fait, dans les années 80, j'ai arrêté durant quelques années le parcours d'hispaniste, donc à la licence. Je suis partie en voyage, notamment au Mexique. Et à mon retour du Mexique, j'ai pris un chemin différent parce que j'avais travaillé un petit peu dans l'enseignement secondaire et je ne voulais pas être prof d'espagnol dans le secondaire en fait. Je voulais bien être prof dans le secondaire mais pas d'espagnol parce que c'était pour moi une matière trop... Enfin, je ne voyais pas ce que je pouvais apporter aux élèves dans le cadre de l'enseignement secondaire tel qu'il était il y a de cela donc 20 ou 30 ans. Et donc, je suis revenue du Mexique et je me suis inscrite dans un concours en histoire, géographie, français, PLP, parce que j'avais travaillé en internat avec des gamins qui justement avaient besoin d'éducateurs, d'encadrement, et bon, voilà, ça m'avait intéressé beaucoup plus que les élèves du secondaire. Donc j'ai passé ce concours, j'ai fait quelques années, mais qui n'étaient pas satisfaisantes au bout d'un moment, tout de même. Et donc je suis revenue vers les études maîtrise DEA au cours d'une rencontre fortuite avec ma directrice de maîtrise, enfin de début de maîtrise, hein, Michel Ramon, une rencontre fortuite à la CAMIF de Toulouse, remis les pieds à l'étrier, pour tout vous dire. Et donc, à partir de là, bon, voilà, je maîtrise DEA, euh, allocataire moniteur, voilà, et thèse en 1994. Et alors, les mémoires de maîtrise et de DEA, ils portaient sur quoi? Pratiquement la même chose, hein. Le sujet était là depuis la maîtrise et depuis d'ailleurs ma licence, hein. Oui, oui, c'était quelque chose qui était ancré en moi depuis très longtemps, oui. Et alors, bah, du coup, on voit que c'est plus qu'une passion, c'est une vocation pour ce sujet. Et il vous vient d'où? D'une tradition familiale, d'une découverte un jour dans une bibliothèque, une librairie? D'où ça vient ce goût pour la BD et pour le roman espagnol? Alors, c'est pas du tout une tradition familiale, ce serait tout à fait le contraire. Euh, je viens d'un milieu paysan qui a sa propre culture et à l'époque, disons, le- la scolarité et puis la culture n'étaient pas au cœur des problématiques, on va dire, de milieu où j'étais. Mais par contre, c'est un milieu très ouvert. Et donc, je suis venue à la bande dessinée comme lectrice. Je crois que c'est le goût de l'ailleurs, en fait. Voilà, c'est le goût de l'ailleurs. De rechercher ailleurs ce qu'il y avait, une insatisfaction. Je pense que c'est ce qui m'a poussée presque jusqu'à mon entrée à l'université.
Là, c'est pour l'aspect bande dessinée. Pour l'aspect sur le féminin, l'art, c'est aussi un vécu et des questionnements personnels sur la place de la femme et sur la place de l'expression du féminin et sur la place des autrices, voilà, de l'émancipation. Nous étions dans les années 80, il y avait eu une vague féministe et puis aussi une remise en question très forte, très, très dure contre le féminisme quand même. Et tous ces questionnements, alors c'était l'époque où, voilà, est-ce que tu es plutôt féminine ou féministe, hein, on ne pouvait pas être les deux. Donc, voilà, tout ça me dérangeait fortement et je voulais savoir ce qui se passait dans la bande dessinée, qui était un milieu très, très masculin. Je pense que c'est aussi cela qui m'a attirée, de comprendre ce milieu et de voir comment s'exprimait le féminin dans ce milieu. Alors, avant qu'on en vienne à ce que vous avez l'impression d'avoir, enfin en tout cas ce que vous vouliez démontrer dans votre travail, et puis finalement vous avez peut-être trouvé tout à fait autre chose, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu du corpus, c'est-à-dire il y avait combien d'œuvres, elles recouvraient quelle période Alors, la période, c'était... dans ma thèse, je me suis intéressée aux années 80, à cette nouvelle bande dessinée espagnole des années 80, quand même. Parce qu'il y avait là une expression, il y avait de l'expérimentalisme, des projets très avant-gardistes, et puis un décloisonnement de la bande dessinée qui s'opérait en Espagne, peut-être bien plus qu'ailleurs d'ailleurs. C'est ce qui m'avait intéressé, ces années 80. Mais évidemment, j'ai mis en perspective et j'ai replacé dans le contexte. Alors, je suis repartie de l'après-guerre, on va dire, de l'après-guerre civile, aux années 80 pour un peu recontextualiser et puis également pouvoir l'évolution de la place des autrices, des dessinatrices, surtout des dessinatrices, très très peu de scénaristes dans ce milieu, dans l'industrie, l'industrie culturelle qu'est la bande dessinée. Et puis ensuite les mouvements contestataires des années 70 et des mouvements un peu plus expérimentaux des années 80. Donc là, c'était quand même la première partie de ma thèse, et ma thèse tout de même, parce que j'ai été formée, on va dire, j'ai été formée, c'est le post-structuralisme, pour situer. Et donc, j'ai été formée à l'analyse des récits quand même. Donc, j'ai travaillé des récits singuliers qui, alors à l'époque, étaient, enfin, les autrices et les auteurs n'étaient soit pas très connus, soit pas reconnus parce qu'ils sortaient du champ classique de la bande dessinée, des récits conventionnels et standards. Comme Laura, qui a gagné, alors c'est une grande surprise, elle a gagné le prix il y a 1 ou 2 ans ou 3 ans à Barcelone, et pour moi c'est totalement exceptionnel. Enfin, si on se replace 20 ans avant, ou 30 ans avant, c'était guère possible. Federico Del Barrio, voilà, ce sont des gens qui sont reconnus maintenant, mais à l'époque, sincèrement, c'était un peu plus problématique. Ils étaient quand même reconnus, mais c'était beaucoup plus problématique. Ils faisaient même débat et ils avaient du mal à être publiés également. Et donc, il y avait 4 récits. Et bon, maintenant, dans le milieu universitaire, on sait l'importance de la BD, du roman graphique. Enfin, ils ont conquis leur lettre de noblesse dans notre milieu. Mais j'imagine qu'en 94, dire que le corpus est fait de bandes dessinées, ça ne devait pas, enfin, ça devait surprendre. Est-ce que vous avez dû défendre votre sujet, en expliciter l'importance, ou est-ce que finalement je me suis fait plus conservatrice que la réalité ne l'était à l'époque? Alors, enfin, oui, c'est un peu pour ce qui est
des collègues, des chercheurs autour de moi, il n'y avait aucun problème parce que il y avait cet esprit d'ouvrir les champs de la recherche. Et donc, au contraire, j'ai vraiment été accueillie à bras ouverts dans le groupe à Toulouse autour de Michel Ramon, Michel Debax, Jean Alsina, Milagros Esquerro. Il n'y avait pas de problème, et même au-delà. En revanche, c'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est de ma part ou de la part de l'hispanisme, mais c'est vrai que je me sentais quand même, lorsque j'allais présenter une conférence sur la bande dessinée, je me sentais toujours un petit peu, enfin un petit peu en marge, quoi. Voilà. Alors, je travaillais déjà sur un corpus qui était en marge dans la bande dessinée, et voilà. J'ai fait d'ailleurs une conférence sur ça, la double marge. Et puis féminin et aussi bande dessinée, ça faisait beaucoup. Et il est vrai que j'ai laissé un peu tomber le féminin tout en évidemment tout s'était ancré quand même, mais j'ai continué à travailler sur tout la bande dessinée et disons que je pense que je ne sais pas comment ont été accueillis mes conférences et mes articles. Ça devait être un peu une originalité peut-être, ou une indifférence ou un intérêt, mais c'était pas quelque chose. Enfin, moi, je ne me sentais pas tout à fait au cœur, quoi, au cœur de l'hispanisme, c'est sûr. Ce qui a complètement changé à partir des années 2010 même, hein, le nombre de thèses. Jusqu'à l'année dernière où un sujet arrive à la création. Donc là, oui, il y a eu un chemin énormément. Alors moi, je n'y connais rien du tout. Je lis très peu de bandes dessinées, donc si jamais je dis une énormité, il faudra me la passer. Voilà, c'est l'innocente qui parle. À l'époque où vous avez fait votre thèse, est-ce qu'il y avait déjà un appareil théorique solide où vous avez dû forger vos propres outils en utilisant les outils de la narratologie, par exemple, pour adapter ça à la forme de narration, de narrativité que produit la BD et la BD? Il y avait, oui. Alors, c'est une question, finalement, on se forge toujours ses propres outils, hein, même si il existe déjà des théories et des méthodes. Oui, dans les années 90, il existait déjà un corpus théorique important. Voilà. Alors, il y avait les historiens de la bande dessinée culturelle, mais il y avait aussi les sémioticiens. Et à Toulouse, il y avait Joseph Cortés, avec qui j'ai un peu travaillé. Donc là, c'était une direction, mais il y avait aussi tout l'appareil théorique qui s'était mis en place. Je crois que Thierry Gonstein a publié dans les années 90, Système de la bande dessinée. Pierre Fresneau de Ruel, le fondateur un peu de ces études, sur le 9e art, on l'appelle maintenant le 9e art. C'était sémiologie, on va dire, sémiologie, voilà. Lui, il a commencé à travailler dans les années 70. Donc, en fait, on avait l'impression que c'est toujours pareil. On dit on peut dire le champ émergent. Moi aussi, je l'ai dit parce que ça arrangeait tout le monde et puis moi aussi, pourquoi pas. Mais il ne cesse d'être émergent. Là, maintenant, ça fait. Il a à peu près mon âge, donc vous dire c'est plus un champ émergent. Et donc, dans les années 90, évidemment, je me suis inspirée de ses travaux, mais aussi des travaux un peu plus sur l'appareil, sur tout ce qui était réflexion sur le féminin, le féminisme, etc. Et ensuite, je pense que chacun se bricole, hein, je reprends le terme de Lévi-Strauss, mais se bricole sa propre méthodologie. Et il y avait aussi une toute petite dimension psychanalytique à l'époque. Je pense aussi ma proximité avec Michel Ramon qui travaillait dans ce sens-là.
donc, dans ma thèse, ce qui a influencé, ce sont ces champs-là, le 9e art, la narratologie, les études sur le féminin, non, l'anthropologie, non, mais tout ce qui était mythographie et, disons, psychanalyse aussi, voilà, oui. Bon, et alors du coup, qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir démontré dans ce travail? En tout cas, pour le souvenir que vous en avez, parce que la thèse, c'est loin. Au bout d'un moment, on ne sait plus très bien ce que vous en Oui, avez. oui, alors c'est vrai que ma thèse, moi, je l'ai été complètement enfouie. Je ne m'en souvenais plus, je ne l'ai pas relue. Et j'ai fait un effort ces dernières années. Vraiment, c'est très, très récent. Pour de temps en temps aller lire, mais je ne l'ai pas chez moi. En fait, je l'ai archivé chez mes parents. Et donc, de temps en temps, je vais. Et puis, parce que justement, il y a à nouveau une émergence de nouvelles recherches, et notamment de recherches gender studies, on va dire, et bande dessinée, qui est assez importante quand même, en Espagne notamment, et puis en Amérique latine aussi, bon, en France évidemment. Et, et donc, disons que oui, ça fait un peu longtemps tout ça, mais à l'époque, en fait, comme j'étais littéraire, hein, quand même, enfin, ma formation elle est quand même littéraire, et je voulais voir un petit peu comment s'exprimait un sujet littéro-narrativo-graphique féminin dans un monde englué par des visions très masculines, stéréotypées, etc. Et notamment dans ce cadre, dans ce contexte des années 80 où il y a quand même de nouvelles choses qui apparaissent. Et donc, je voulais voir comment, dès lors que les dessinatrices et la scénariste, il y avait aussi une scénariste, dès lors qu'elles énonçaient, soit graphiquement, soit textuellement, un récit, quelle vision elle donnait, quel était, comment s'exprimait ce sujet littéraire-graphique féminin. Voilà. Et donc, la réponse est vraiment très différenciée en fonction du type de récit. Parce qu'il y avait, par exemple, le récit sur Mata Hari de Marika et Andreu Martin, là qui se rapprochait le plus d'un récit classique. Et donc là, on voyait pratiquement entre le scénario et la dessinatrice, on voyait deux forces pas qui s'opposaient, mais enfin qui bataillaient quand même, qui bataillaient. Avec Elisha Galvez et Federico Del Barrio, là, on peut dire que c'est vraiment, tout est consacré à l'expression d'un sujet féminin, les deux. Voilà. Et donc, Laura, qui a travaillé avec Loduca, là aussi, on voyait un sujet mixte, en fait. Mixte, voilà. La bande dessinée, dans les récits, et je crois que c'est resté un peu, parce qu'elle a toute une histoire, la bande dessinée, et donc, cette histoire, quand même, ces genres surtout, on façonne encore aujourd'hui, même quand il y a des expressions tout à fait singulières, nouvelles, qui sortent un petit peu des thématiques classiques de la bande dessinée, on voit quand même que le modèle, les standards, ce qui a façonné la bande dessinée est toujours ancré. Donc, en gros, à mon corps défendant, en effet, parce que j'aurais préféré l'expression de sujet féminin, plein entier, émancipé, en fait, tout ce que vous voulez. C'est pas tout à fait ça. C'était vraiment la mixité qui m'a aussi intéressée, beaucoup intéressée. Oui. Et alors, du coup, je vais en revenir à la question qu'on se pose en littérature, et alors soit qui horripile, soit qui donne lieu à des débats infinis. Est-ce qu'il y a un sujet féminin, effectivement, enfin, des spécificités du sujet féminin ou de l'écriture féminine, de la représentation féminine dans ces BD, les romans graphiques? Alors, je pense à romans graphiques pour les recherches ultérieures que vous avez pu mener. Oui. Bon, de toute façon, c'était des romans graphiques. Je pense que maintenant, ce que j'ai étudié, on les appellerait romans graphiques. Non, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire il n'y a pas à justifier le fait qu'on veuille s'occuper
d'autrices ou de sujets féminins par le fait qu'il serait singulier, ou il dirait quelque chose que les autres ne diraient pas, etc. Non, non, c'est un intérêt tout à fait légitime et justifié. La spécificité, elle vient du contexte, c'est-à-dire que la spécificité à l'époque n'est pas la même qu'à présent. Et je me suis rendu compte que, par exemple, à l'époque, il y avait, c'est vrai, chez beaucoup de dessinatrices, scénaristes, mais qui voulaient vraiment avoir ce statut d'auteur ou d'autrice. Je me suis rendu compte que quand même, qui voulait ouvrir aussi les fenêtres et les portes de la bande dessinée, aller un peu hors champ, comme dirait Jean-Christophe Menu, et ben elles allaient chercher leurs références ailleurs. L'inter-iconicité, l'intertextualité hors du champ de la bande dessinée était plus forte, mais je pense que c'était lié à une époque où ces dessinatrices et scénaristes, au vu de ce qu'elles voulaient faire, ne trouvaient pas dans leur bande dessinée matière à inspiration. Et comme elles voulaient sortir des stéréotypes, bon, ben, voilà, elles sont allées chercher. C'est un petit peu pragmatique ce que je dis, mais bon, c'est un petit peu ça. Donc elles sont allées chercher, Laura par exemple, elle va chercher du côté de l'art, l'érotisme, mais d'une façon tout à fait singulière, même maintenant, parce qu'elle est allée chercher ailleurs. Maintenant, elle travaille sur la poésie graphique, mais c'était la philosophie, c'était l'histoire de l'art et la littérature, hein, j'ai étudié une adaptation d'un conte de Borges chez elle. Donc ça, c'était à l'époque. Maintenant, non, c'est un petit peu différent. Hein. Elles sont beaucoup plus nombreuses et puis il y a aussi, elle joue avec le genre. Elle joue avec les genres. Ouais, peut-être. Donc il n'y a pas une spécificité en soi, quoi. Il n'y a pas d'essentialité. Alors j'ai une curiosité complémentaire là, pour les BD de cette époque. C'était publié dans quel type de structure? Est-ce que c'était une collection dans une maison d'édition généraliste ou il y avait vraiment des maisons spécialisées? Comment c'était? Est-ce qu'il y avait vraiment un réseau développé ou c'était très ponctuel? C'était très ponctuel parce que oui, dans les années 80, il y a eu vraiment une déstructuration de l'édition en bande dessinée, c'est-à-dire l'édition, le monde de l'éditorial tel qu'on le connaissait sous le franquisme s'est effondré totalement parce qu'à force de répéter toujours les mêmes recettes, ça ne marchait plus. Et dans les années 80, il y a eu une profonde crise. Alors d'abord, il y a eu un boom, ce qu'on appelle un boom, et l'émergence de très très nombreuses revues. Donc c'est dans les revues d'abord, des revues souvent éphémères mais très très intéressantes, et les fanzines dans lesquelles on pouvait retrouver ces publications, enfin ces créations. Quelques maisons d'édition, mais qui avaient beaucoup de mal parce que le lectorat non plus ne suivait pas. Hein, en fait. Ah oui. La création le lectorat était un lectorat attaché au TBO et qui avait fait son temps. Et donc là, il y a eu un très gros décalage jusque dans les années fin des années 90. La bande dessinée était en crise perpétuelle. On parlait toujours de la crise et les auteurs avaient beaucoup de mal à survivre. Donc non, tout ce que j'ai étudié se trouvait en pré-publication, souvent sans atteindre la publication, ou parfois oui, mais dans de toutes petites structures qui n'ont pas été pérennes, et un inédit aussi, qui a été publié beaucoup plus tard. Ouais. Donc, c'était quelque chose d'assez, même la thèse, quelque chose d'assez expérimental, on va dire. Oui, j'imagine que ça a fait partie des difficultés d'arriver à constituer le corpus, de peut-être rencontrer les auteurs. Enfin, je vous poserai la question après des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord en dehors du rôle qu'a joué votre directrice de thèse, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui
ont été importantes, que ce soit dans la conception ou dans l'écriture, la relecture, pour vous accompagner? Oui, les collègues de Toulouse. Les collègues de Toulouse Le Mirail ont relu, je pense, Lucienne Domergue. Et ensuite, le travail, Jean Alsina a été très important, pas pour la relecture, mais pour le travail autour de la bande dessinée, autour du groupe qu'il formait sur des études littéraires. Oui, c'est sûr, Jean Alsina a été très important aussi. Au moment de la thèse, hein. Ensuite, il y a eu d'autres, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Alors donc, venons-en tout de suite aux difficultés. Donc, quelles ont été ces difficultés? Et puis, qui peuvent être donc liées aux spécificités du sujet, vous avez commencé à en parler un peu, ou qui sont d'ordre plus général, peut-être vous avez du mal à écrire, je ne sais pas, ou concevoir le plan ou la problématique. Et puis, quelles sont les solutions que vous avez trouvées à l'époque pour les dépasser? Vaste question. Alors, les difficultés, bon, c'est vrai que maintenant je mesure, on mesure très bien. Vous voyez, moi aujourd'hui, je me suis dit tiens, mais je vais regarder un petit peu ce que j'avais donné comme résumé de ma thèse. Je fais un clic et je suis sur ma thèse et sur le résumé de ma thèse. Donc ça, déjà à l'époque, c'était compliqué pour retrouver les thèses qui avaient déjà été faites sur la bande dessinée ou sur le sujet du féminin dans la bande dessinée ou de la représentation dans la bande dessinée. Ça, c'était déjà compliqué. Ensuite, non, c'était l'accès aux sources et aux auteurs qui était plus compliqué mais intéressant puisque de toute façon, il fallait se déplacer. Hein. Enfin, c'était ça. Alors, pour mon sujet, quand même, il y a deux choses différentes. Il y a, comme pour tout le monde à l'époque, il fallait se déplacer, aller dans les bibliothèques et dans les archives, le cas échéant. Mais la deuxième chose, pour moi, il ne servait à rien, enfin, ou presque à rien, d'aller dans les bibliothèques parce qu'il n'y avait pas de fonds constitués sur la bande dessinée. Ou très peu. Il y avait quand même des choses à la Bibliothèque nationale de Madrid, au Conde Duque, l'Hemeroteca. Mais enfin, pour tout ce qui est de la dimension socio-historique, c'était surtout El Rastro et El Mercado San Antonio à Barcelone. Ben oui. C'est évident, avec de plus une petite difficulté, c'est-à-dire qu'il fallait que je me présente auprès des collectionneurs comme une chercheuse et non comme quelqu'un qui allait collectionner. Parce que et c'est vrai que j'ai toujours été bien accueillie et que les collectionneurs, même parce que bon, il y avait des choses parfois qui n'étaient pas à ma portée. Et donc, voilà, je leur disais non, mais je ne veux pas une collection d'eux, je veux un muestrario, je veux un échantillon de telle revue pour voir un petit peu ce qui se faisait. Voilà, donc c'est plus un travail de terrain, mais qui pouvait poser des problèmes, mais qui en fait était aussi très intéressant, qui était un peu plus chronophage, c'est tout. Ensuite, comme difficulté, je crois que et là, je pense que le directeur de thèse est très important, c'est-à-dire que je m'interrogeais sans cesse, mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que c'est normal de faire une thèse sur ce sujet, etc. Ça m'a miné, ça m'a beaucoup miné. Et donc là, c'est l'entourage de la recherche et de ma directrice de thèse qui m'a beaucoup rassurée, orientée. Voilà. Donc, il y avait cette difficulté-là. Et ensuite, pour l'écriture bon, j'étais dans de très bonnes conditions, hein, locataire, moniteur, je pense que c'était une des premières allocations. Donc, j'avais un peu plus de temps, mais bon, j'ai toujours pris par le temps. La difficulté, oui, c'était d'organiser un plan, d'organiser mes idées et ce tiraillement entre plusieurs champs, c'est-à-dire parce que les études qu'il y avait jusqu'alors sur
sur le féminin, c'était la représentation du personnage féminin dans la bande dessinée, des choses comme ça. Et moi, je voulais aller vers autre chose. Mais il fallait aussi passer par cela. Donc, il y avait ce tiraillement entre, on le voit dans ma thèse, puisqu'il y a des parties bien séparées, entre quelque chose qui va plus vers l'histoire culturelle, et ensuite vraiment un travail de sinologue littéraire. Voilà, c'était peut-être ça aussi. Et puis parce que c'était l'analyse de récit, en fait, le cœur de mes... Voilà. Et puis ensuite, l'autre difficulté, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre difficulté? Non, c'est pas une difficulté, c'est que je crois que l'appétit vient en mangeant, donc je pense, je suis persuadée même, je suis persuadée pour avoir dirigé d'autres thèses, qu'à un moment donné, si on ne prend pas du plaisir à écrire, c'est très très compliqué de rédiger une thèse. Donc c'est toujours, il y a des moments de souffrance puisque il y a des échéances, il faut écrire, il faut organiser, il faut revenir dessus, il faut refaire, etc. Mais il faut qu'il y ait un plaisir d'écrire, et c'est l'écriture qui génère à un moment donné ou qui re-questionne toute l'organisation et tout l'appareil que l'on s'était fixé, tout ce qu'on avait conceptualisé, est re-questionné par le fait d'écrire même. Et ça, je crois que c'est très important. Trop d'étudiants en thèse repoussent le moment de l'écriture. Oui, c'est vrai qu'un plan peut être très joli sur le papier et puis ne pas passer le cap du remplissage avec l'écriture. Ça, c'est bien vrai. Alors, venons-en au jour de la soutenance. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient le jury? Alors, comme tout était un peu original, dans mon jury, il y avait Michel Ramon, Jean Alsina, Antonio Altarriba, donc, qui a beaucoup compté pour moi, c'est le grand théoricien, et puis maintenant, bon, il a une deuxième carrière de scénariste de bande dessinée, hein, comme prof émérite, mais bon, à l'époque, le théoricien de la bande dessinée en Espagne. Et puis, il y avait Laura Pérez Bernetti Blina, donc l'autrice de bande dessinée qui avait été invitée, voilà, et qui donc a donné aussi son regard. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'assez innovant pour l'époque. Ah oui, ça devait être intéressant. Et alors, quel souvenir est-ce que vous gardez de cette journée? Alors, j'étais très, très, très stressée, mais comme toujours, ça ne se voit pas trop chez moi, je ne sais pas pourquoi. Je suis très anxieuse, mais ça ne se voit pas. Et j'étais très enceinte. Ça a rajouté un petit peu dans l'émotion, je ne sais pas. Alors, je me souviens de cette soutenance comme quelque chose. De toute façon, on garde jamais. Enfin, on garde toujours. C'est toujours mitigé les sentiments que l'on a du moment de soutenance. Et donc, je n'étais pas totalement satisfaite. J'avais l'impression de ne pas répondre à côté, qu'ils avaient été très gentils, enfin voilà, parce que ça n'allait pas, etc. Mais en revanche, ce qui a été très intéressant, c'est que au moment de cette thèse, je pense que ça m'est arrivé plus d'une fois, c'est de détourner cette anxiété inconsciemment, hein, tout à fait inconsciemment, en suscitant un débat. Et donc, il y a eu comme ça des débats entre les membres du jury. Et puis, il y avait même une personne du public qui avait pris la parole à un moment donné.
Voilà, donc c'était un peu, on va dire, à la fin de la soutenance, c'était devenu un peu comme ça, socratique. Mais moi, je me souviens que j'étais très anxieuse. Et puis, c'était quand même un grand moment dans une salle vraiment du château de Toulouse-Mirail. C'était vraiment un endroit idéal, historique aussi. Donc, pour moi, c'était vraiment un très grand moment et quelque chose, comment dire, d'inespéré ou quelque chose qui, qui était pour moi l'aboutissement, mais aussi euh, l'entrée aussi dans un monde enfin, qui n'était pas le mien, oui, et qui est devenu le mien. Et alors, la soutenance d'HDR, ça a été le même type de sentiment ou après, on est plus installé, c'est, je dirais pas la routine, parce que c'est un moment important aussi, mais enfin, vous étiez déjà plus dans le moule, et donc il y avait moins d'émotions. Euh, non, je crois que je n'étais pas non plus très bien. Mais en revanche, l'HDR, c'était un autre cap, ou vraiment un autre cap de légitimation euh, et, euh, et aussi de continuité. Donc, on m'avait conseillé vivement hein, de ne pas avoir le même directeur de thèse, directrice de thèse. Mais pour moi, c'était comme ça. Donc, c'était encore Michel Ramon qui était ma tutrice de HDR. Il y avait un parti ceux qui connaissaient mon travail et puis d'autres comme Geneviève Champeau ou Bernard Bessières avec qui on a travaillé, qui compte beaucoup aussi pour moi dans mon parcours et comme référence aussi. Et donc, c'était aussi, et Montserrat Prudhomme aussi, c'était aussi un moment privilégié, mais bon, c'était peut-être différent quand même. Oui, c'était quand même différent. Euh, ça ne portait plus sur la bande dessinée, l'inédit, mais ça portait quand même sur cette relation texte-image, hein, fiction et image fixe, pour être précis. Et là, dans les romans de Roy Marcé. Une plongée dans les romans de Roy Marcé, qui est, lui aussi est complètement bon, on parle de lui, on parle souvent et de ses références de l'intertexte filmique, de la présence du cinéma dans son roman, mais non, il y a toute une culture populaire et le TBO est très présent dans ses romans. Et l'image fixe, l'image dessinée, l'image, voilà. Donc j'avais travaillé tout cela dans ces romans et pour voir comment ça avait une influence précise sur son écriture, la rhétorique marséenne, enfin voilà. Donc l'HDR, c'était aussi un grand moment, oui, parce que j'avais l'impression d'être, comment dire, entourée de, oui, d'intellectuels, de chercheurs qui, qui, euh, euh, qui ont beaucoup apporté à l'hispanisme et à mes recherches en particulier. Et alors, dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que vous êtes aujourd'hui continuent d'être influencées par le travail de la thèse? Alors, il y a eu bon, j'ai toujours travaillé sur la bande dessinée. Donc, nous étions très peu nombreux, hein, deux ou trois, dans les années. Il y a eu Guy Abel dans les années 90, ensuite dans les années 2000, Benoît Mitaine. Donc, il y a eu un petit groupe. Hein, maintenant, il y a un groupe plus conséquent, et notamment depuis les années 2000. Donc, moi, c'est vrai que j'ai continué à travailler sur la bande dessinée et sur des formes qui allient texte et image, sur le texte et image, on va dire, hein, les iconotextes. Je sais pas, j'ai travaillé sur les Gregarias Illustras de Gómez de la Serna ou sur Antonio Saura, le Don Quixote d'Antonio Saura, ou les albums illustrés écrits par Juan Marcé. Donc, c'est quand même texte-image, la base. Et donc, tout cet appareil vraiment d'analyse de récit, sémiotique, sémiologie,
hein, de narratologie visuelle, tout cela, quand même, je me le suis confectionné durant ma thèse. Mais j'ai été obligée aussi de le dépasser euh, parce que je pense que j'ai été façonnée avec l'idée que ce qui était important, c'était le texte en interne. Euh, et que ce n'est plus possible de penser comme ça maintenant. Voilà, tout le chemin qui a été fait euh, de ne pas délaisser l'écriture même et de tenir compte de tous les éléments qui aident à comprendre. Par exemple, à l'époque, ça m'était très difficile et je ne le faisais qu'au terme d'une première analyse, d'aller vers les auteurs. Euh, C'était presque un principe. Et puis, bon, voilà, bon, on dépasse tout ça et la recherche, c'est qu'il faut faire feu de tout bois, quoi. Voilà. Si on a accès aux auteurs, il faut y aller, ou aux éditeurs, ou au monde éditorial ou culturel. Donc oui, oui, ma thèse, elle a beaucoup influencé la façon dont j'analyse concrètement les choses. Et la bande dessinée a toujours été le sujet principal de mes recherches. Et puis, oui, voilà, je m'en suis écartée un petit peu, mais bon, c'est quand même texte-image, ça a toujours été. Je n'ai jamais écrit un article de littérature sans qu'il y ait cette problématique du texte et de l'image. La question de l'image, oui. Et du coup, moi, je suis très curieuse de savoir comment les collègues font avec leurs étudiants. Donc, vous, comment est-ce que ça s'enseigne, le lien entre texte et image? Alors, je l'ai, au cours de ma carrière, entre guillemets, ça a été de diverses façons, de vraiment très, très diversifiées. L'enseignement, par exemple, sur la bande dessinée n'est pas arrivé tout de suite, parce que je ne voulais pas non plus, voilà, moi j'ai appris, je suis spécialisée en bande dessinée, donc je vais enseigner la bande dessinée à tous les étages. Donc, que ce soit naturel. Donc, c'est venu au bout de quelques années. Et au départ, pendant très longtemps, par exemple, avec ma collègue Evelyne Martin-Hernandez, qui m'a aussi beaucoup appris, nous avons fait à deux un enseignement sur relation texte-image. Et donc, c'est resté dans notre maquette. Il y a depuis lors une UE ou l'image de la première année au master, hein, ça peut aller du cinéma, les livres illustrés, etc. Et donc, nous avions étudié, euh, elle étudiait la poésie baroque, par exemple, et moi, j'étudiais en peinture, par exemple, la vanité, donc des thématiques, voilà, le burlesque, ou la poésie de la génération de 27 également. Moi, j'étudiais le cubisme, elle étudiait ce que pouvait être la poésie cubiste, ou sur des choses comme ça, des dialogues, hein, dans un contexte donné. Ensuite, dans mon enseignement, il y a l'histoire culturelle de la bande dessinée, hein, voilà, c'est des choses. Et puis ensuite, la bande dessinée comme littérature graphique, c'est-à-dire en master par exemple, ou même non, en master, ouais. Étudier un roman graphique comme œuvre littéraire. Donc, et ensuite, dernièrement, mais là c'est à la faveur de ces très nombreuses et pénibles réformes que nous devons chaque fois adapter, etc., mais qui ont qui ont parfois des dimensions positives. Nous avons ouvert un atelier de bande dessinée en première année. Et, c'était un peu compliqué en première année, mais bon, ça se voilà. Et donc, nous avons, mais là, avec le service Université Culture, et donc j'ai travaillé avec une illustratrice,
Et nous avons travaillé sur l'exil espagnol en Auvergne. Donc, nous avons travaillé sur le témoignage avec des étudiants de deuxième année qui avaient un projet culturel d'exposition. Donc, la difficulté, c'est qu'il fallait quand même qu'ils aient matière, qu'ils connaissent un petit peu le sujet. Et comme ils étaient en première année, c'était quand même compliqué. Donc, il fallait un peu leur amener des témoignages. Mais ça passait par voilà, le visionnage de témoignages, d'articles, de synthèse. Et à partir de là, ils ont créé leur propre récit de bande dessinée. Donc, on a travaillé le scénario, parce que travailler le scénario, c'est quand même compliqué. C'est une expérience en temps de pandémie, c'était intéressant quand même, parce que en même temps, ça ne pouvait se faire qu'en présentiel, donc un petit groupe mais en présentiel. Et donc, on avait cette proximité, ce lien avec les étudiants, hein, ne serait-ce que cela. Et puis, on voyait comment les savoirs pouvaient ensuite être récupérés par les étudiants et transformés en fiction. Ça donnait des choses intéressantes. Il fallait souvent les réorienter, évidemment. J'imagine que ça leur a plu. Oui. Nous allons continuer l'expérience. Donc voilà, il y a art culturel, il y a analyse de récits, analyse littéraire. Et ensuite, voilà, allier la pratique et l'analyse. Très bien. Et alors, quels sont les conseils que vous donnez aux doctorants? Le premier conseil que je donne, parce que je donne aussi un module doctoral un peu transdisciplinaire en espagnol, voilà, sur la communication scientifique. Le premier conseil que je donne, c'est d'avoir un carnet de bord, d'entrée. Un carnet de bord et il y a des références, même en BD, hein, il y a eu des bandes dessinées qui ont été faites sur ma thèse, sur la thèse, enfin l'histoire de la thèse. Non, un carnet de bord pour avoir des dates, des ressentis, les premières idées. Il faut que tout ça soit bien mentionné, soit vraiment dans un carnet, hein, dans un cahier. Enfin, voilà. Ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes au départ. Ensuite, moi, je pense qu'il faut écrire très vite et pas seulement passer des mois et des mois à faire des plans et la bibliographie, qui est très, très important, la lecture, les fiches, évidemment. Enfin, ça, c'était évident, hein, il faut... mais de commencer à rédiger en se disant que je crois que le plus important pour les étudiants en fin de thèse, c'est que très souvent, enfin moi en tout cas, j'élague. Enfin, je demande d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, etc. Donc, je pense qu'il faut quand même que les étudiants, les thésards se disent qu'ils vont beaucoup écrire, beaucoup travailler, mais que ça ne sera pas le résultat final, que la rédaction ne va pas comporter tout ce travail, tous ces travaux préparatoires. Et il y a parfois dans les jurys de thèse, parfois on a l'impression qu'ils ont voulu tout dire et tout caser, tout ce qui, même les impasses dans leur thèse. Donc ça, il faut faire ce travail, mais ça ne veut pas dire que ça va être le résultat final. Donc l'écriture, ça me paraît important. Ensuite, c'est le travail régulier, avancer même si on a l'impression d'être dans des impasses. Ça c'est évident. Et ne pas rester trop longtemps sur une thèse. Je pense que 4 ans, ensuite on voit les étudiants totalement épuisés, même s'ils terminent leur thèse et même si elle est brillante. Moi, ça ne me satisfait pas. J'aime bien que la thèse soit un moment joyeux aussi. Donc, il faut se donner un petit peu des contraintes et des calendriers. Maintenant, les calendriers, on les a un petit peu plus, et puis les thèses sont un peu moins denses. Tout cela a quand même beaucoup changé, je pense. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, et puis la thèse, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début.
pas, même si on a l'impression qu'on termine quelque chose, ce n'est qu'un début. Je pense qu'il faut avoir bien ça en tête. Alors justement, je vais me servir de cette phrase importante, la thèse n'est qu'un début, parce que quand on a commencé cet entretien en off, comme on dit, vous m'avez dit, et puis là, je vous l'avais évoqué, je n'ai pas d'exemplaire de ma thèse chez moi. Et pour un doctorant là qui est en train qui est à fond dans son travail, je pense que c'est inimaginable que la thèse puisse ne pas être à la maison, trôner en bonne place, etc. Moi, j'ai dit à maintes reprises que j'avais mis très longtemps à la retrouver au fin fond d'une cave. Donc peut-être est-ce que vous pouvez expliquer qu'effectivement, ça n'est qu'une étape et que après coup, la thèse n'est qu'un souvenir, quoi, et qu'on n'a pas besoin de l'avoir physiquement à la maison. Oui, 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 c'est vrai. Moi, sincèrement, je ne l'ai pas relu jusqu'il y a très peu. Je me suis dit que l'exemplaire original, il fallait le conserver, voilà, en un lieu, un endroit sûr, donc chez mes parents, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un exemplaire quelque part, et puis un exemplaire en bibliothèque à Toulouse. Mais ensuite, au gré des périodes de ma vie, des bouleversements. J'ai retrouvé parce qu'une étudiante me l'avait demandé qui était en stage doctoral, le premier tome, pas le deuxième, les annexes, et surtout j'ai beaucoup de mal à me relire ou à me revoir. Ça, j'ai beaucoup de mal. Je ne vois que ce qui ne va pas et je trouve en effet qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et donc, je n'ai pas relu. Et puis parce que, malgré tout, même si on a l'impression que c'est toujours le même continuum, pour moi, tout ce que j'ai fait après la thèse était quand même bien différent. Donc, je ne me suis pas toujours appuyée sur mes travaux de thèse, peut-être les premiers articles, mais ensuite, c'était quand même... Donc oui, la thèse, ce n'est qu'un moment, et on la renie même. Je pense qu'il y a un moment où on la renie. On la renie un petit peu. Et ensuite, on la réapprivoise. On la réapprivoise et on voit mieux, notamment à l'occasion de l'HDR, hein, parce que la HDR vous oblige à faire un retour sur vous, à réfléchir sur vous et votre parcours. Et donc là, ça a été un très bel exercice, même si au moment où on vous demande de faire une synthèse, de réfléchir sur votre trajectoire, on dit, oh là 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 là. Je crois que c'est très très important et très très intéressant pour vous façonner notre stature de prof, puisque si vous faites l'HDR, c'est pour devenir prof d'université. Bon, voilà quoi. Donc, il faut quand même avoir cette réflexivité, et ça part de la thèse. Donc là, on est obligé de revenir à la thèse et de la réapprivoiser et de trouver que malgré tout, il y avait des choses intéressantes. Voilà, et c'est vrai de plonger dans les abysses mais c'est moi qui ai écrit cette chose un peu, enfin bon, on prend de la distance. Ça, c'est quelque chose que les doctorants doivent aussi entendre. Ça va les rassurer. Et alors, comme du coup, vous n'avez pas l'exemplaire de votre thèse, nous ne pourrons pas avoir la lecture de votre première phrase. Je vais vous demander en compensation, si vous pouvez, dans les, disons, 2 ou 3 dernières années, si vous avez lu une excellente BD que vous voudriez nous conseiller pour cet été, ce serait quoi? Ah oui, alors là, excellente, il y en a beaucoup. Là, dernièrement, j'ai dû faire la préface mais je crois que, elle est très connue, donc je ne sais pas, la préface de l'épopée espagnole, les 2 tomes de Antonio Altariba, L'art de voler, qui est sorti aussi en Espagne, L'art de voler et L'aile brisée. Donc évidemment, si vous ne l'avez pas lu, je le conseillerais. Parce qu'en fait, pour plusieurs points. D'abord, parce que c'est très bien écrit, ça se dit très bien. Antonio Altariba est en fait un écrivain qui s'arrête aux portes de la bande dessinée, qui voit tout en image, mais qui ne sait pas, qui ne veut pas ou sait pas dessiner, mais qui a
qui a théorisé la bande dessinée et qui a toujours travaillé, qui a été scénariste de bande dessinée, expérimentale, plus classique, érotique, donc, et qui a cette double culture franco-espagnole, puisqu'il était professeur de littérature française. Et même dans le cadre franco-belge, alors qu'il y a souvent des récits espagnols qui ne passent pas dans le monde éditorial français, qui ne sont pas publiés. Pour le cas d'Antonio Altariba, c'est tout le contraire. Donc, elle est intéressante parce que c'est vraiment dans le registre des récits mémoriels de la bande dessinée, c'est-à-dire ça part d'une expérience et d'un vécu familial, le père, la mère, et un petit peu dans ce contexte de pause-mémoire, j'aime pas trop, de mémoire seconde, c'est-à-dire c'est comme Monge de Art Spiegelman, c'est-à-dire ce sont des auteurs qui vont auprès de leur famille, de leur père, de leur grand-père, ou mère, grand-mère, et qui vont essayer de recueillir leurs témoignages et de le transmettre. Donc il y a un peu cette idée-là. Là, c'était l'histoire de son père et de sa mère, tragique, les deux tragiques. Tragique, mais tout ça est quand même très lié dans les deux récits aux mouvances de l'histoire espagnole. C'est évident que le franquisme, la guerre civile, a fait de ces êtres des êtres vulnérables. C'est un peu surtout ce qui ressort de la lecture et de la vision du fils. Le fils ne dit pas, voilà, je vais vous dire, c'était comme ça, c'est la vision subjective. Là, c'est une tendance de la bande dessinée très forte, que ce soit pour l'Espagne ou pour les autres conflits politiques, traumatiques que le XXe siècle a pu vivre. Donc, il y a celle-ci. Ensuite, les toutes dernières que j'ai lues, il y a celle de Ana Peñas qui, elle, revient toujours dans dans fouiller un petit peu le passé, mais là, ce sont les années plutôt 70, le franquisme toujours, mais la montée du tourisme. La montée du tourisme et la transformation du paysage valencien, de la folie immobilière et de cette transformation totale de la sociologie, de la population, etc. Et dans son dernier opus qui s'appelle, là aussi je n'ai pas le titre sous les yeux, donc Ignace. Voilà, ce sont les récits mémoriels en ce moment qui sont intéressants. Il y a vraiment un travail de nombreux auteurs qui revisitent le passé ce sont pas des fictions historiques, plutôt mémorielles quand même. Oui. Voilà, avec alors là, je n'invente rien, mais il y a un souci d'exactitude historique très important avec un travail documentaire qui est inhérent à la bande dessinée. Il faut toujours faire un travail documentaire pour pouvoir écrire et dessiner, mais un travail aussi sur l'histoire historique et sur le recueil de témoignages et sur la lecture croisée de témoignages de l'historiographie la plus récente. C'est pas les auteurs en ce moment qui travaillent sur ces sujets-là et ne vont pas chercher leur bouquin sur l'histoire de l'Espagne d'il y a 30 ans. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fouillé. Et donc ça, c'est une nouvelle tendance qui est intéressante. Bon, ben voilà, l'art de voler, l'aile brisée, évidemment, c'est une lecture à conseiller. Eh ben, je retiens ça. Merci beaucoup pour cet entretien et globalement d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci. Merci beaucoup.